Les Ukrainiens ont-ils bénéficié de complicité pour réussir leur coup à Sébastopol vendredi matin? On a appris hier que c'était un coup de maître de la part des Ukrainiens. Ils ont effectivement tapé le QG de la marine russe à Sébastopol avec un missile. Que se passe-t-il d'ailleurs pour que la Russie peut-être s'expose avec une telle légèreté ou expose ses officiers avec autant de légèreté et une concentration? Est-ce que c'est une réunion qui devait se faire en physique ou est-ce que ça n'aurait pas pu se faire autrement? C'est la question qu'on va se poser aussi. Je vous propose de regarder cette séquence qui nous ramène à la frappe par quelqu'un qui l'a vécu justement au moment T, quand ça s'est passé vendredi matin. That is the sound, I think, of anti-air. Anti-air right above me there. I'm in the middle of Sevastopol right now. It's a bizarre scene. People are just swimming down there. People with kids just enjoying the beautiful harbor. And above us, the anti-air missiles are exploding in the sky. Sevastopol is currently under attack. Voilà, si on s'interroge sur l'effet produit sur la population, là on en a quand même d'ailleurs un échantillon, parce qu'on a cette coexistence entre cette Crimée présentée comme un havre de paix, un lieu de villégiature, et puis la guerre qui évidemment s'invite. Voilà ce qu'on a appris donc hier matin, après la destruction du quartier général des forces armées russes. 34 officiers sont morts, dont le commandant de la flotte. 105 autres occupants ont été blessés. Le bâtiment du siège ne peut pas être restauré. Nous accueillons Xavier Giacomini qui nous a rejoint. Merci beaucoup Xavier, éditorialiste du Temps de l'Info. Merci de nous avoir rejoints. Les Russes n'ont rien confirmé pour l'instant. C'est étonnant ou pas, François? Rien, aucune confirmation, rien. C'est troublant. Parce que s'ils avaient la possibilité de démentir, ils l'auraient fait, je pense, quand même depuis longtemps. Donc le fait que ce soit ni confirmé ni démenti montre probablement une forme d'embarras devant cette perte, parce que c'est, encore une fois, on a beaucoup dit lorsque il y avait cette contre-offensive terrestre qu'il y avait un certain nombre d'officiers supérieurs russes qui souvent étaient en première ligne et qui étaient les victimes des contre-offensives ukrainiennes, et on était surpris, peut-être à tort, de voir qu'il y avait des généraux, des colonels qui se retrouvaient là, qui d'habitude sont plutôt à l'arrière ou dans des postes de commandement plus loin. Là, c'est tout à fait différent, puisqu'on est vraiment à l'état-major de la flotte russe en mer Noire. Mais tout de même, on est sur une frappe en profondeur, avec des missiles franco-britanniques, de ce que je comprends, ce qui prouve d'ailleurs qu'ils sont utiles, pour pouvoir précisément atteindre des commandements là où ils se trouvent, c'est-à-dire y compris très loin de la ligne de front. Et je comprends que c'est délicat pour le ministre russe de la Défense ou pour l'état-major, pour le chef d'état-major russe, Gerasimov, d'avouer qu'il y a eu cette perte-là. Encore une fois, on n'a pas toutes les données de l'attaque. Il y a eu effectivement des missiles anti-aériens qui ont été tirés pour pouvoir prévenir cette attaque, mais apparemment, l'un ou les deux missiles qui ont atteint leur but ont atteint exactement l'endroit précis où se trouvait cette réunion de l'état-major de la flotte russe en mer Noire. D'où la question des trahisons, ou des renseignements dont ils auraient pu bénéficier. Mais avant cela, est-ce qu'il y a eu une imprudence? Est-ce qu'une réunion avec tous les officiers et le commandant de la flotte, Sokolov, qui donc n'aurait pas survécu à cette attaque, je veux dire, c'est le commandant de la flotte en mer Noire, réuni donc avec ses officiers, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se sentait justement comme à l'arrière, alors que les Ukrainiens pilonnent presque la Crimée maintenant? Mais alors oui, d'une part, si c'est confirmé, effectivement, ça veut dire que les Russes se sentaient malgré tout encore dans une situation confortable, dirais-je, pour se réunir tous autant qu'ils étaient à Sébastopol. Maintenant, sur la confirmation de la mort de Viktor Sokolov, il faut quand même
se méfier parce que souvenez-vous, l'année dernière, dans le Donbass, on avait dit que Gerasimov, le chef d'état-major, avait soit été tué dans un premier temps, ou après on avait dit qu'il était blessé. Et les Russes n'avaient jamais démenti, en fait. Et on a vu réapparaître après Gerasimov, mais ils n'ont jamais dit que ce n'était pas vrai. Donc, a priori, là, les Ukrainiens ont l'air de beaucoup insister dans le sens où ils valident le fait que Sokolov aurait été tué avec donc un certain nombre d'officiers supérieurs. Mais les Russes ne demandent pas forcément. Hein. Donc, Oui. On verra quand même dans les jours qui viennent s'il finit par réapparaître ou si on apprend qu'il est enterré quelque part dans un des cimetières réservés justement aux militaires de haut rang en Russie. Mais ce qui est sûr, c'est que si cette réunion a bien eu lieu, ça veut dire que les Russes, en tout cas, non seulement se sentaient encore en sécurité, et qu'il manquait aussi de renseignements, parce que apparemment n'était pas encore arrivé à leurs oreilles que les Ukrainiens étaient déterminés à utiliser les fameux missiles pour frapper le cœur de l'armée russe en Crimée. Vous pensez que c'est contestable ou pas, le fait que comme les Ukrainiens ont quand même beaucoup insisté hier toute la journée, ils ont pilonné sur cette mort, qui est quand même un trophée pour eux, parce que à moins que Moscou se fiche complètement, on y reviendra, de perdre des officiers, mais... Bien sûr, mais ça transpire aussi dans les réseaux russes. Hein, donc oui, il y a un coup incontestable qui a été porté à un groupe d'officiers très supérieurs, d'ailleurs dont on peut se demander pourquoi ils se réunissaient. Hein. Vous avez aussi, il n'y a pas que simplement l'amiral Sokolov, il y a aussi le patron des forces dans la province de Zaporijia, l'officier de l'armée de terre, qui sont là. Donc il y a une réunion interarmée, donc une réunion extrêmement importante, a priori. Pour décider de quoi, on ne sait pas très bien. Toujours est-il que, oui, sur renseignements extrêmement précis, il y a eu une frappe qui a été faite, qui a tué un certain nombre d'officiers, ça c'est à peu près certain, qui a détruit, on n'en parle jamais, mais qui a détruit peut-être aussi une grande partie du centre opérationnel de la flotte de la mer Noire, ce qui peut avoir aussi beaucoup de conséquences. Dans tous les cas de figure, c'est un coup très fort qui est quand même porté à l'armée russe, à la fois physique et symbolique aussi, et qui, par ailleurs, ne cesse de me surprendre par la négligence ou l'imprudence ou la légèreté des Russes. Comment vous l'expliquez? Et Je comment sais pas, on il y a- explique Mais c'est ça. Il y a un un sentiment... manque de formation? Parce que, je veux dire, c'est pas la première fois. Hein, C'est une négligence une indifférence par rapport à la guerre et aux capacités ukrainiennes, un sentiment de supériorité. Comment est-ce qu'on peut... Je sais pas, une forme de légèreté par rapport au risque, peut-être, tout simplement. Alors qu'il y a des postes de commandement qui ont été frappés régulièrement par les Ukrainiens, qu'ils savent que ce site est connu, évidemment. Hein, on peut pas il est connu de tous, on ne peut pas le camoufler. Qu'ils savent qu'il est à portée de tir des Ukrainiens, et d'autant plus que depuis quelques semaines, il y a des batteries. Toute la défense anti-aérienne en Crimée a également été frappée, affaiblie. Donc, c'est plus facile de frapper. Ils auraient pu faire, comme on l'évoquait, ils auraient pu le faire en visioconférence, ils auraient pu le faire dans un bunker protégé, en souterrain, enfin, ce qui paraît quand même la base. Non, ils ont fait ça en plein bâtiment, à l'air libre, frappable par des missiles. Alors peut-être qu'effectivement, c'est peut-être la première fois que les Ukrainiens utilisent des projectiles, des munitions occidentales. Jusque-là, ils utilisaient des munitions made in Ukraine pour frapper vraiment en Crimée. Là, des Storm Shadow ou des Scalp, c'est a priori la première fois qu'ils l'utilisent aussi loin, à Sébastopol. Et peut-être que les Russes imaginaient qu'ils ne le feraient pas, en tout cas, qu'ils n'oseraient pas le faire. Mais voilà, donc encore une fois, c'est un coup très surprenant, à la fois par l'habileté ukrainienne, et par la légèreté. Qui vous frappe, qui vous surprend quand même à ce stade de la guerre. Hier, c'est le pas général... la première fois, quoi. Il y a tout un tas d'exemples. Le croiseur Moskva qui est frappé par des missiles ukrainiens et des drones, alors que c'est censé être le bateau le plus protégé, qui est fait justement pour être protégé par rapport à ça. Sauf erreur, c'était quand même au début de la guerre, Moskva. Oui, c'était en avril. Là, on est à 19 mois d'ailleurs. Oui, tout à fait. Depuis avant-hier, 24 septembre, 19 mois passés. Et donc, si vous voulez, on s'interroge sur la raison pour laquelle ils ne prennent pas plus de précautions. Le général Yakovlev, hier sur notre antenne sur LCI, disait que pour Moscou, ça n'avait aucune importance.
que dans le fond, les officiers, Ils sont les changeables, commandants, c'est à usage unique, comme on disait, des soldats de Wagner sur le front de Bakhmout. Vous pensez que c'est le cas ou pas, Xavier? Partiellement peut-être, parce qu'effectivement des hommes il y en a, mais des hommes de ce niveau peut-être pas. Et puis il y a toute une mémoire justement de l'offensive depuis que le vice-amiral Sokolov est arrivé. Il faut savoir qu'il avait remplacé l'autre amiral qui avait été congédié par Vladimir Poutine après justement que le Moskva eût été coulé par les Ukrainiens. Donc entouré de ces 34 officiers, il y a quand même une mémoire de la guerre, des opérations en cours. Mais ce qui effectivement est surprenant, c'est qu'il y a eu toute une préparation sur plusieurs semaines de la part des Ukrainiens et que jamais les Russes se sont dit tiens, ils vont faire quelque chose d'autre que de taper des stations radars, des stations de S-400, un peu comme s'il y avait un effet Crimée, comme si la Crimée est tellement russe qu'elle est tellement à l'extérieur de la guerre et du front qu'elle protège même les officiers. Et d'ailleurs, on n'a pas vu à cette occasion les images qu'on voit très régulièrement, c'est-à-dire l'embouteillage sur le pont de Kerch de tous les Russes qui sont venus en Crimée attirés par un appartement pas cher, par des positions enviables, mais qui, dès qu'il y a une frappe sur la Crimée, partent parce qu'ils voient bien que c'est dangereux. On voit bien l'affolement des gens dans les quelques scènes qu'on a dans les rues de Sébastopol. Mais je ne sais pas si vous étiez arrivé tout à l'heure, on a vu ce touriste ou cet habitant de Crimée qui disait c'est très étrange ici, il y a des gens qui se baignent et je vois la défense antiaérienne russe. Il avait ce sentiment vraiment de une espèce de hiatus hors du temps, hors de la guerre. Hors du temps de la guerre. Moi, j'appelle ça l'effet Crimée. C'est peut-être le sentiment qui animait ces officiers, sentiment d'impunité quand même. Je voudrais qu'on en vienne à cette suspicion de trahison. Regardez, le porte-parole des partisans de Crimée qui a mis le doigt hier sur cet aspect de cette opération. Les retards de paiement, à eux seuls, n'obligent pas les forces armées de la Fédération de Russie à s'opposer aux autorités russes, mais la récompense financière ne fait que les aider à décider de coopérer. Elle constitue une incitation supplémentaire. Ce que le journal Kiev Independent traduit ainsi, l'incapacité de Moscou à payer à temps les salaires de ses militaires de la marine a joué un rôle clé dans la frappe dévastatrice de missiles de la semaine dernière, The Kiev Post, pardon. L'incapacité de Moscou à payer à temps les salaires de ses militaires. Alors ça, c'est vrai qu'il y a un problème de rémunération des militaires russes. Oui. C'est un levier assez puissant pour les retourner. Et puis, il y a aussi la corruption. Mais bon, est-ce qu'il y a une probabilité que des marins russes aient donné du renseignement aux Ukrainiens? Ce qui est certain, c'est qu'il faut un renseignement extrêmement précis, extrêmement fin, pour savoir qu'il va y avoir tel jour, telle heure, tel endroit, une réunion entre plusieurs officiers généraux. C'est pas tout le monde... c'est pas un renseignement qui est quand même très largement ouvert et diffusé. Donc il faut être... ce type de renseignement, soit on l'a éventuellement par des écoutes, soit vous avez par une source humaine et qui, dans ce cas présent, ne peut être que très proche de ces gens-là, qui est au courant des agendas, qui est au courant des mouvements et qui est très probablement, oui, à l'intérieur du système. Alors comment est-ce que cette source a été retournée, en tout cas utilisée par l'argent peut-être, on connaît tous les moteurs classiques de la compromission, hein, le chantage, l'idéologie, peut-être que quelqu'un qui est complètement opposé Vladimir Poutine à cette guerre, etc., ou le sexe, mais bon, c'est peut-être moins probable dans le cas présent. Donc c'est possible. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi que les Ukrainiens cachent toujours les sources qui sont utilisées. Ils peuvent faire des intoxications, quoi. Donc ils voudraient dissimuler le fait qu'ils ont eu d'autres sources de renseignement. C'est possible. On l'a vu. À eux. Oui, c'est peut-être des gens qui observaient tout simplement les allers-retours. Vous avez peut-être des gens qui sont avec des paires de jumelles et qui regardent et qui voient que l'amiral Sokolov arrive dans le bâtiment et qui donnent l'information. Mais ça ne peut pas s'opérer si vite que ça.
sais pas, si je vois l'amiral Sokolov arriver dans le bâtiment, je le transmets aux Ukrainiens et hop, le missile tombe. S'il y a une unité en alerte prête à frapper, le temps que le missile arrive, allez, c'est une affaire d'une demi-heure. Ça peut être aussi réactif. La réactivité ukrainienne dont on parle beaucoup. Si c'est prévu, si c'est anticipé, s'il y a un avion qui n'est pas très disponible en tout cas, ça peut être l'affaire d'une heure. Xavier ? Cette information est très intelligente de la part des Ukrainiens parce que, d'une part, effectivement, je suis totalement d'accord avec vous, colonel, elle peut protéger des sources très importantes. On sait qu'il y a un réseau de résistants associés aux forces spéciales ukrainiennes à l'intérieur de la Crimée qui agit, qui fait du renseignement. Donc les protéger, c'est extrêmement important. Et puis ça va instiller un doute au sein de l'état-major russe de se dire que peut-être il y a des traîtres à l'intérieur même, au plus profond du sérail des décisions de l'armée russe en Crimée, ça peut être que dommageable pour l'armée russe. C'est un double effet qui se coule, en fait. C'est un peu ce que dit Igor Souchko, je ne sais pas si vous connaissez, il a un compte très actif sur l'Ukraine, et effectivement, il dit que ce soit vrai ou pas, peu importe le flacon, si je puis dire comme ça, contrôle incroyable de l'espace d'information par l'agence ukrainienne du renseignement de défense GUR. Ils affirment que des marins russes ont été payés pour fournir des détails sur le terrain à l'Ukraine afin de mener cette frappe chirurgicale visant à tuer ses propres dirigeants. Que ce soit vrai ou pas, la paranoïa super. Si vous dites, on instille le doute, le soupçon, le lent soupçon du doute. Surtout avec l'argument de la corruption. Parce qu'en fait, j'allais dire, il y a un double effet là. Non seulement vous dites qu'il y a un traître parmi vous, mais en plus vous dites qu'il est très mal payé et que donc il est sensible à l'appât du gain. Ce qui n'est pas totalement faux en général concernant la haute hiérarchie de l'armée russe, qui depuis 20 ans, 30 ans et malgré toutes les réformes reste, et tout le monde le sait, très corrompue. Alors évidemment, ce sont plus que les officiers administratifs, ceux qui sont dans les états-majors à Moscou ou ailleurs, qui le sont, notamment tous ceux qui ont à traiter des questions d'équipement militaire, d'achat d'armes, qui sont notamment sur les grands contrats de fourniture de l'armée. Oui, là, il y a une corruption endémique et j'allais dire quasiment traditionnelle. Mais là, des officiers qui sont sur le front, qui sont dans les opérations, c'est plus rare. Et le fait même qu'on ait supprimé, à tort ou à raison, côté russe, ces fameux officiers politiques qui étaient chargés de surveiller, d'être par-dessus les épaules des grands dirigeants de l'armée, pour veiller à ce qu'ils soient bien dans la ligne et à ce qu'ils obéissent aux consignes. Autant de qui ? Mais du temps des soviétiques. Oui, c'est ça, c'était le système soviétique, où on surveillait ceux qui surveillaient. Exactement. Et tout le monde était surveillé, mais ça n'empêchait pas une corruption endémique. Donc, ça ne l'a pas empêché, non. Mais effectivement, on avait quand même peur de se faire prendre la main dans le sac. C'est moins le cas maintenant. Et puis, il y a cette coexistence Ukraine-Russie aussi en Crimée. On peut être russe et avoir un parent ukrainien dans cette souvent région. Le cas, d'ailleurs. Mais c'est aussi pas mal joué de la part des Ukrainiens parce qu'au moment où le ministère de la Défense ukrainien a été décapité quasiment pour des raisons de corruption, justement, dire aujourd'hui que c'est parce que les militaires russes sont corrompus qu'ils ont pu avoir accès à cette information, ça renvoie un peu le message de l'autre dans l'autre camp. Et effectivement, peut-être qu'ils ont eu l'information par les écoutes américaines, tout simplement. Mais dans la guerre, c'est important de déstabiliser l'ennemi en disant ça vient de chez vous, quoi. Donc c'est bien joué à ce double niveau pour les Ukrainiens, faire un peu oublier la corruption chez eux, au ministère de la Défense ukrainien. Et en même temps, semer le doute, effectivement, dans l'esprit russe, qui, plutôt que de se concentrer sur les combats, va peut-être essayer de trouver qui est la taupe qui a envoyé l'information aux Ukrainiens. J'ai juste une petite anecdote, mais le premier amiral commandant la flotte de la mer Noire à partir de 2014, lorsque la Crimée a été annexée, c'était un amiral ukrainien. En fait, c'était l'amiral ukrainien qui commandait la flotte ukrainienne dans la mer Noire, qui se trouvait à Sébastopol, qui a trahi. Et qui s'est retrouvé le lendemain amiral de la flotte de la Crimée indépendante pendant quelques jours, et puis amiral de la flotte russe quelques jours plus tard lorsque la Crimée a été annexée. C'est peut-être le seul amiral au monde à avoir été amiral dans 3 marines différentes en l'espace de quelques jours.